Donc, bonjour à tous, parce que je ne sais pas si ceux qui étaient là tout à l'heure sont les mêmes que ceux qui sont là maintenant. Donc, je m'appelle Sarah Lombard, je travaille à l'ITAB, donc Institut de l'alimentation et de l'agriculture biologique que Soisic a présenté tout à l'heure. Et donc, après la conférence sport de ce matin, cette fois, je vais passer une conférence volaille, donc sur l'élevage de souches de volaille à double fin. Est-ce que ça pourrait être une solution pour demain? Donc, du coup, si j'ai bien compris, il y a une classe d'étudiants dans la salle, c'est ça? Non, ils étaient là pour les bovins viande, mais ils doivent partir Ah, sur ils sont partis. vers Ok. d'autres aventures. Désolée, Sarah. Ah non, mais pas de problème. Mais il y aura des étudiants qui étaient intéressés, qui vont en replay, qui pourraient pas être sur le sommet, mais Ok, ouais. très bien. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question des souches à double fin? La première question à se poser, c'est en fait, c'est quoi le devenir aujourd'hui des frères de pondeuses? Depuis des dizaines d'années, que ce soit en France ou en Europe, il y a une sélection importante qui est faite des femelles reproductrices donc de type pondeuse sur les performances de ponte et qui sont antagonistes avec les performances de croissance. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a des reproducteurs qui produisent des œufs, qui produisent des poussins, et donc ces poussins, on a une chance sur deux. Soit c'est des femelles, et donc c'est super, ça nous fait des futures poules pondeuses, pardon, excusez-moi, soit c'est des mâles. Et donc, jusqu'à récemment, ces mâles étaient éliminés à l'âge d'un jour au couvoir, ce qui est désormais interdit dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Donc, du coup, il y a différentes stratégies à développer enfin, différentes solutions possibles, en fait, pour pas les éliminer, ces poussins mâles. Donc, la première solution, ça peut être d'élever les mâles issus des souches pondeuses. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, les souches pondeuses ont été sélectionnées très fort sur les performances de ponte et de qualité de l'œuf, ce qui est antagoniste avec les performances de croissance. Ce qui fait que on a une lignée génétique très spécialisée et avec des mâles qui sont difficiles à valoriser économiquement pour leur viande. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais ça dépend du niveau de production visé et des objectifs de l'éleveur. Mais en tout cas, pour la majorité des éleveurs bio, c'est une option qui est assez difficilement envisageable aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est l'ovosexage. Donc ça, c'est ce qui s'est développé très clairement en France ces dernières années. Donc ça consiste à déterminer le sexe de l'embryon dans l'œuf. Donc c'est une méthode qui est actuellement déployée, donc je disais, en France et en Allemagne, pour éliminer un stade embryonnaire et non pas un stade poussin. Il y a encore quelques controverses autour de cet ovosexage, notamment parce qu'on scientifiquement, il y a encore des désaccords sur le stade à partir duquel l'embryon est sensible. Et la troisième possibilité, c'est d'élever les souches de volaille à double fin. Et là, c'est une possibilité qui a été assez peu étudiée jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qu'on a étudié, nous, dans le cadre du projet PILO, donc, qui est un projet européen qui a regroupé des partenaires de pas mal de pays d'Europe différents. Et donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut travailler avec ces souches à double fin. Et donc, la première étape va être de vous définir ce qu'est une souche à double fin. J'ai essayé de vous faire un petit graphique pour faciliter la compréhension. Sur ce petit graphique, on voit que tout à gauche, on a des souches spécialisées pontes. Donc j'ai essayé de représenter ça avec mon petit triangle là. Les souches spécialisées pontes, elles ont un gros panier d'œufs. Elles produisent des œufs en quantité et en qualité. Et à l'inverse, elles ont une petite cuisse de poulet parce que du coup, elles produisent très peu de viande. À l'autre extrémité, tout à droite, on a les souches spécialisées chair. Donc là, on voit qu'on a une grosse cuisse de poulet, parce qu'elles sont sélectionnées majoritairement sur la production de viande, et une toute petite, voire une absence de production d'œufs. Et au milieu, on a plein de souches possibles, qu'on appelle les souches à double fin, pour lesquelles on a un compromis entre les performances de ponte et les performances de croissance. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une souche à double fin, c'est une souche pour laquelle on va élever les femelles pour la production d'œufs et qui pourront être valorisées après à la réforme en viande aussi, hein, et les mâles pour la production de viande. Ce que j'essaie de vous représenter ici, c'est que une souche à double fin, peu importe où elle se situe sur notre graphique, est-ce qu'elle est proche de la barre de gauche ou est-ce qu'elle est proche de la barre de droite, dans tous les cas, elle aura une production d'œufs qui sera inférieure à la production d'une souche spécialisée ponte et une production de chair qui sera inférieure à la production d'une souche spécialisée chair. On ne peut pas tout avoir. Donc si on veut avoir un peu des deux, il faut accepter de diminuer un peu en production de chaque côté.
Donc, ces souches à double fin, elles sont vraiment à choisir en fonction des objectifs de l'éleveur, qui peuvent être orientés soit sur la production d'œufs, soit sur la production de chair, soit quelque chose d'intermédiaire. Donc, dans le cadre de ce projet pilote, on avait un objectif qui était d'évaluer les caractéristiques de 3 souches à double fin en ce qui concerne les performances, l'alimentation, le comportement et certaines mesures de bien-être animal. Je vais faire au mieux pour vous présenter les points clés. Dans le temps qui est imparti, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous présenter dans le détail, mais si besoin, j'ai plein de ressources complémentaires que je pourrais vous fournir. Donc, on a travaillé sur 3 génétiques qui s'appellent les génétiques A, B et C. Du coup, pourquoi est-ce que je ne peux pas vous donner les noms de ces génétiques? Parce que elles sont au moins en partie pas commercialisées aujourd'hui. C'est des génétiques, notamment la génétique A, qui a été développée spécialement pour le projet Pilo, qui a été testée et développée du coup avec des généticiens en fonction de certains objectifs. Et donc, le projet avait aussi pour but de déterminer si elle était intéressante ou non à mettre sur le marché. Et il y a également des grosses questions de confidentialité et d'anonymisation des données dans le cadre de ce projet. Donc la génétique A, c'est un croisement entre une souche spécialisée ponte et une souche label rouge. Donc c'est des pondeuses qui ont été alourdies entre guillemets via ce croisement label rouge pour produire plus de chair. Ce qu'on avait comme données avant le début de ce projet sur cette génétique-là, c'était que c'était des femelles pour lesquelles on s'attendait à une production de 230 à 250 œufs en 72 semaines et des mâles qui atteignaient un poids vif de 2 kg en 60 à 70 jours. Ensuite, on a la génétique B. Donc ça, c'est une race rustique qui n'a pas été sélectionnée et qui présente des plutôt bonnes performances en termes d'œufs et de viande. C'est pour lesquels, pour les femelles, on avait 260 œufs en potentiel de production en 72 semaines et les mâles qui atteignent 2 kg en 75 à 85 jours. Et la dernière génétique dont on va beaucoup parler, c'est la génétique C. Donc là, c'est proche d'un profil pour poule pondeuse. En fait, sur plusieurs générations, ils ont sélectionné les pondeuses les plus lourdes pour du coup influencer le poids de la poule pondeuse et jouer sur sur cet aspect chair. Et donc là, on avait des attentes pour les femelles de 274 œufs en 72 semaines à peu près et des mâles de 2 kg en 110 jours. Voilà pour les principaux points sur ces souches. En termes de méthode, ces 3 souches, elles ont d'abord été évaluées en station expérimentale. Donc, les femelles des 3 génotypes, elles ont été évaluées en station XP en Allemagne et au Danemark, et les mâles, ils ont été évalués en Allemagne, au Danemark et en France. Ils ont été élevés séparément. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On parle de génétiques qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on n'a pas de données. De mon point de vue, c'est un peu hors de question d'aller les tester tout de suite en ferme. Il faut qu'on aille chercher des mesures en station XP pour être sûr que, en termes de production, ce soit intéressant avant de mettre ça en place dans des élevages. Donc, pour les mâles, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'on a des conditions d'élevage qui étaient différentes entre les 3 stations expérimentales et que du coup, il y a des choses qui sont plus ou moins comparables. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la saison d'élevage était différente, hein. En Allemagne, on a commencé au mois de mai, alors que. Au Danemark, on a commencé au mois de mai, alors qu'en Allemagne, on était au mois d'octobre. Et en France, on était de mars à juillet et l'année suivante. Donc voilà, il y a des différences importantes sur la saison. Il y a également des différences en termes de logement, avec du coup au Danemark accès à un parcours arboré. Pardon, excusez-moi. Un bâtiment fixe avec parcours arboré. En Allemagne, on est sur bâtiment mobile avec parcours réduit parce que restriction influence aviaire. Et en France, on est bâtiment avec accès parcours. Et du coup, des tailles de groupes d'animaux qui variaient aussi. On a également des différences sur les semaines d'abattage. Donc, ça pour vous dire que voilà, il y a une grosse variabilité de méthodes entre les fermes expérimentales. Même principe sur les femelles. Donc là, les femelles qui ont pu être évaluées uniquement en Danemark et en Allemagne, avec des dates qui sont différentes et des conditions d'élevage également. Les principales données qu'on a collectées sur ces souches à double fin, je vous les ai listées rapidement. Ça va être le poids vif à différentes périodes, donc pour avoir une indication de la production de chair. Le taux de ponte, le bien-être des animaux, l'indice de consommation, la qualité des œufs et des données comportementales. Ce qui est important à retenir, c'est que du coup, dans les différents pays, on s'est posé la question, est-ce qu'on prend le même témoin pour tout le monde
Où est-ce qu'on prend des témoins adaptés au pays? Parce qu'il faut savoir que du coup, la réglementation n'est pas exactement la même dans les différents pays. Notamment, les génétiques autorisées en bio sont pas les mêmes entre la France, l'Allemagne et le Danemark. Donc du coup, on a décidé de partir sur un témoin adapté à chaque pays. Donc, il y aura des différences importantes entre les témoins, comme vous allez le voir ensuite, et c'est normal. On ne part pas du même potentiel génétique. On a rencontré différentes difficultés au cours de ces expérimentations. Vous allez voir qu'on s'attend à beaucoup de données et qu'il y a des choses sur lesquelles je vais devoir prendre des pincettes. Pendant quasiment toutes les expés, on a eu des restrictions influenza aviaire, des problématiques météo aussi avec beaucoup de neige au Danemark, donc ils sont habitués à la neige au Danemark, hein. Mais ils ont eu particulièrement beaucoup de tempêtes de neige lors de l'expé, ce qui a compliqué forcément la sortie des volailles. Et en Allemagne, le parcours des poules a été inondé, mais intégralement inondé, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus sortir du tout, quoi. Donc forcément, en termes d'expé, vous vous doutez bien que ça a des conséquences et que c'est pas forcément évident à prendre en compte. Je vais essayer de vous faire une synthèse de ces premiers résultats. Donc là, on va se concentrer, on est toujours en ferme expérimentale et on est sur les mâles. Ce qu'il faut retenir, là, on compare les poids vifs des animaux à 12 semaines. Les principaux messages, c'est que en termes de poids, donc pardon, je vais commencer par les graphiques. Sur la droite, vous voyez 3 graphiques. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a l'Allemagne tout en haut, le Danemark au milieu et la France tout en bas. Et on a les différents génotypes. Donc le A, on en a parlé tout à l'heure, c'est nos pondeuses croisées label. Le B, c'est notre race rustique peu sélectionnée. Et le C, c'est nos souches à double fin plus axées ponte. Et le D, c'est le témoin dans chaque pays. Donc qui là est différent. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de croissance, les meilleures performances, c'est le témoin dans tous les pays. Ça, c'est un peu ce à quoi on s'attendait tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. Une souche à double fin, ça n'aura pas les mêmes performances qu'une souche spécialisée. Et ce qu'on voit ensuite, c'est que c'est la courbe rouge qui ressort. Donc la courbe rouge qui correspond à la génétique A et donc qui a les meilleures performances de croissance. C'est un peu ce à quoi on s'attendait aussi. C'est une souche qui a été croisée avec, avec des souches label rouge, donc avec une croissance un peu plus importante. Ce qu'on voit ensuite, c'est que au Danemark et en France, la génétique qui s'en sort le moins bien sur les performances de croissance, mais ça reste très proche, ça va être la génétique B. Et donc la génétique C qui va être intermédiaire entre la A et la B. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la génétique A, c'est celle qui a la croissance la plus rapide et qui va être la plus intéressante sur cette partie chair, alors que les génétiques B et C, elles ont des croissances qui sont relativement proches avec une légère, des performances légèrement meilleures pour la C que pour la B. Si on s'intéresse maintenant aux indices de consommation, parce que les performances de croissance, c'est important, mais le coût alimentaire, ça l'est également énormément. Donc, on a regardé les indices de consommation de ces animaux. Quand on voit la première courbe, c'est pas facile d'en conclure grand-chose. On a l'indice de consommation du témoin qui est le meilleur. Donc, on cherche à avoir un indice de consommation le plus bas possible, qui est le meilleur en Allemagne et au Danemark. Après, c'est quand même proche. Il y a des courbes qui se croisent, donc voilà, c'est pas facile à identifier. Par contre, en France, ce qu'on peut observer, c'est que le génotype C, c'est celui qui a l'indice de consommation le plus faible. Donc, ce que je vous ai entouré en rouge là. Mais voilà, pas de hiérarchie claire entre les génotypes sur cet aspect-là qui varie en fonction du pays et en fonction de la période à laquelle on travaille. Si on se concentre maintenant sur les résultats pondeuses en station expérimentale, je vous ai mis les courbes de ponte sur la droite. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les courbes de ponte, ou pas familiers avec les courbes de ponte, plutôt, il y a plusieurs aspects qui sont importants. Ça va être la montée en ponte, donc la courbe qui monte au début, et après la stabilisation, enfin, le plateau, et donc à quel point la ponte reste élevée dans le temps. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que donc, le pic de ponte est le plus élevé pour les témoins, toujours. Donc pareil, ça, c'est pas nouveau et on s'y attendait. Par contre, on observe dans les deux pays que le pic de ponte pour le génotype A est clairement inférieur à celui des autres génétiques. Par contre, on a des pics de ponte qui sont proches entre les génétiques B et C, donc le bleu et le vert.
Du coup, comment est-ce qu'on fait pour discriminer ces deux génétiques-là? Ce qui va nous intéresser, ça va être la persistance de ponte dans le temps. Donc, à quel point la courbe, elle va rester plutôt haute au fur et à mesure qu'on avance dans les semaines. Et donc là, on a la génétique C qui se détache et qui semble avoir une meilleure persistance de ponte que la génétique B. Et donc, même questionnement sur la consommation alimentaire que ce qu'on a eu précédemment pour les mâles. On a regardé aussi le poids. Oui, donc pour ça, on a besoin, pour l'indice de consommation, d'avoir le poids total des œufs. On a toujours le témoin qui a les meilleurs indices de consommation. Et ensuite, ce qu'on va retenir, c'est que la génétique A le moins bon indice de consommation et la génétique C semble être la plus performante sur la partie efficacité alimentaire entre ces différentes souches à double fin. On a également mené pas mal de travaux sur la qualité des œufs. Il y a plein de choses qui ont été testées. J'ai malheureusement pas le temps de détailler. Par contre, je vous ai mis le lien vers un article scientifique qui récapitule bien tout ça si jamais ça vous intéresse. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité des œufs, elle est au rendez-vous pour toutes les génétiques. Avec par contre quand même une hétérogénéité dans le calibre, comme vous pouvez le voir sur la petite photo là. Les tout petits œufs, c'est quand même pas très facile à valoriser. Donc, notamment en début de phase de ponte, il y a des difficultés d'hétérogénéité. Et on a le génotype K qui ressort avec une légère meilleure qualité des œufs quand même, quand on compare les différentes souches à double fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces essais en station expérimentale? Le génotype A, c'est celui qui a les meilleures performances de croissance, suivi par le génotype C pour les mâles. Avec du coup un indice de consommation intéressant. Pour les femelles, le génotype C présente les meilleures performances de ponte, notamment quand on regarde par rapport à l'indice de consommation. Donc, après une présentation de ces résultats, en fait, dans le cadre du projet Pilot, on avait des groupes d'acteurs dans chaque pays. Donc, le groupe d'acteurs français il était composé d'éleveurs, de techniciens, de représentants des groupements. Il y avait également l'ITAB, forcément, c'est nous qui l'animions, l'INRAE, pas mal de chercheurs, des fabricants d'aliments, des vétérinaires. Enfin, c'était vraiment très diversifié et ça regroupait beaucoup d'acteurs différents de la filière volaille. Et donc, c'est à ce groupe-là qu'on a demandé de choisir quelle génétique on allait tester en ferme en France. Et donc, c'est le génotype C qui a été choisi pour tester dans les exploitations, en Allemagne et en France, sur les mâles et sur les femelles. Et au Danemark, ils ont choisi de travailler uniquement sur les femelles avec le génotype A et le génotype C. Donc, on va se concentrer du coup sur les essais souches à double fin en ferme sur les mâles. Donc, normalement, si je ne vous ai pas perdu, on a dit que ces essais en ferme sur les mâles, sur le génotype C, ils étaient faits en France et en Allemagne. En France, notre génotype témoin, c'était le S757N, alors que le témoin allemand, c'est le JA757. Donc, qui sont de génétiques différentes. En bio, en France, la JA757 n'est pas autorisée car considérée comme une croissance trop rapide. Donc, vous allez voir dans les résultats, forcément, les performances de croissance de ce témoin-là sont meilleures. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour récapituler les conditions d'élevage dans les différents pays. Donc, on avait en France 220 mâles du génotype C, en Allemagne pareil. Et en France, on avait 220 témoins, alors qu'en Allemagne, ils étaient sur 520 animaux témoins. Les animaux en France et en Allemagne venaient du même lot de poussins. L'alimentation était différente entre les deux pays. On a mesuré des deux côtés la consommation alimentaire, l'indice de consommation et la mortalité. Par contre, en Allemagne, ils ont fait des observations comportementales et de bien-être animal qu'on n'a pas fait en France. Et on a également travaillé du coup sur les poids carcasses et les poids des pièces. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on avait des âges de l'abattage qui étaient différents. On a eu une stratégie différente entre la France et l'Allemagne. En France, on a voulu avoir 2 dates d'abattage et on a abattu la moitié du lot à chaque date. Donc, c'est-à-dire que, pardon, à 13 semaines, on a abattu la moitié du lot génotype C et la moitié du lot témoin. Et à 15 semaines, pareil. En Allemagne, ils ont attendu d'atteindre un poids objectif. Et donc, ils ont abattu tout le lot génotype C à 16 semaines et tout le lot témoin à 13 semaines. Si on regarde maintenant les courbes de croissance de ces animaux en ferme,
faut bien retenir que du coup, les conditions d'élevage étaient à nouveau différentes entre la France et l'Allemagne. On était sur des fermes qui n'avaient rien à voir. On peut voir ici les points jaunes et verts, c'est la courbe de croissance des génotypes C en France et en Allemagne. Ce qui est plutôt chouette, c'est que globalement, les courbes de croissance sont plutôt proches. Donc même dans des contextes différents, les croissances sont quand même globalement proches. Et ensuite, on voit forcément que les témoins français et allemands ont une croissance plus rapide que les mâles du génotype C. Si on s'intéresse maintenant aux principaux résultats du coup sur la mortalité, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une mortalité du lot génotype C qui est beaucoup plus élevée que ceux du lot témoin. Ça peut être lié à différentes choses, notamment en Allemagne, vous avez la mortalité entre parenthèses, c'est la mortalité avant l'attaque de renard, qui a eu lieu la veille de l'abattage, et 11% c'est en considérant l'attaque de renard qui a eu lieu du coup la veille de l'abattage. En France, on n'a pas eu d'attaque particulière, donc il y a par contre des poussins qui arrivent en étant très faibles. Donc voilà, il y a des questions à se poser sur cette génétique-là, avec une mortalité qui reste quand même vraiment importante. Il faut aussi garder en tête que c'est une génétique qui a été très peu sélectionnée hein, par rapport aux génétiques témoins. Donc, voilà, s'il y a pérennisation de cette souche par la suite, il y a encore des travaux à faire. Du coup, si on compare ensuite les indices de consommation, on a systématiquement des indices de consommation qui sont plus élevés pour le génotype C que pour les témoins. En France, le témoin, l'indice de consommation à 13 semaines, il est à 2,65, alors qu'il est à 3,74 pour le génotype C. Donc, ça a vraiment un impact hein, en termes financiers, cette augmentation de l'indice de consommation. Et l'indice de conso en Allemagne est proche de l'indice de conso français, mais toujours supérieur à celui du témoin. Et si on regarde maintenant les poids carcasses, à la fois en France et en Allemagne, on a du coup les poids carcasses à 13 semaines, à 15 semaines et à 16 semaines en fonction des dates d'abattage. On a un poids carcasse qui est toujours significativement inférieur pour le génotype C par rapport au témoin. Donc à 13 semaines, en France, on a un poids carcasse du poulet témoin qui a 1,9 kg. Donc c'est déjà un beau poulet. Hein. Là, en vente directe, ça correspondait vraiment à la cible de l'éleveur avec lequel on travaillait. Alors que pour le génotype C, on est à moins d'1,4 kg. Donc ça fait vraiment un plus petit poulet. Je vous montrerai des photos ensuite de la conformation carcasse qui est aussi différente. À 15 semaines, ça permet quand même d'avoir une croissance plus importante, donc un poids carcasse plus élevé pour les poulets du génotype C. Ce qui est intéressant, mais qui a également un coût, parce que forcément, on nourrit les animaux pendant 2 semaines de plus. Et toujours une différence très importante, du coup, avec le témoin, qui, lui, a un poids carcasse qui est déjà à 2,4 kg. Et on a des données qui sont assez cohérentes entre la France et l'Allemagne, puisque à 15 semaines, en France, on est à 1,7 kg et quelques, alors qu'en Allemagne, une semaine plus tard, on est à 1,85 kg. Globalement, on a des données qui sont cohérentes entre les deux pays. Pardon. Si on regarde d'un point de vue comportemental, donc en Allemagne, elles ont effectué des observations régulières du comportement des animaux. Donc vous avez à gauche le génotype C et à droite le génotype témoin. Alors j'ai des petites vidéos, mais je ne sais pas si elles vont passer. C'était juste pour vous donner une idée. Euh, Globalement, c'est calme, mais ça bouge, ça gratte, ça cherche. Et je vous mets en parallèle, donc exactement juste avant le départ, peu de temps avant le départ à l'abattoir pour les deux lots d'animaux. Les témoins sont beaucoup, beaucoup moins actifs. Ça, c'est juste pour illustrer notre petit graphe, mais ce qui ressort majoritairement, c'est que du coup, le génotype C, donc la souche à double fin, passe 47% de son temps en recherche alimentaire. Donc son activité principale, c'est vraiment la recherche alimentaire, alors que le témoin passe que 26% de son temps à rechercher son alimentation. Et à l'inverse, le témoin, il passe 46% de son temps au repos. Donc là, à nouveau, on est peu de temps avant le départ à l'abattoir, hein, donc ils sont déjà lourds. Alors que le génotype C, au même poids, du coup, passe seulement 17% de son temps au repos. Donc des différences assez importantes de comportement entre ces deux souches et une agressivité un peu plus importante quand même. Hein. On a 4% d'agressivité, donc 4% de leur temps qui passe avec des interactions agressives avec leurs autres congénères pour le génotype C contre seulement 1% pour le génotype D.
Tac. Comme je vous ai dit, je vous montre un peu des photos des carcasses. On a regardé les poids des cuisses, des ailes et des filets. Bon, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on voulait voir si la répartition cuisses, ailes, filets, autres, elle variait si on augmentait l'âge de l'abattage. Et si elle était la même pour le génotype C et le témoin. Globalement, le pourcentage de cuisses sur un poulet, c'est le même que si on soit dans le génotype C ou le génotype témoin, et peu importe la semaine d'abattage. On a regardé également la conformation des carcasses. Et donc là, je vous ai mis des petites photos. 0, c'est le bon le poulet familial du dimanche, quoi. Et le 1, ça va être vraiment intermédiaire. On a une carcasse qui est déjà moins charnue et avec des angles différents, en fait, ce qu'on voit au niveau du bréchet. Et le 2, qui ressemblait quand même plus au génotype C, on va le voir dans les résultats, avec une carcasse qui va être plus angulaire, si on peut dire ça comme ça, avec un bréchet moins développé et des filets qui sont beaucoup moins gros. Donc, au niveau de cette conformation qui peut impacter les consommateurs, et qui a notamment posé des questions au niveau des consommateurs de cet éleveur-là. On a, pour le témoin, à 13 semaines, pour le témoin, on a 100% de score 0. Donc, ils sont déjà tous comme ça, les poulets. Alors que pour le génotype C, on a 100% de score 2. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse différence de carcasse à 13 semaines. À 15 semaines, on a toujours une grosse majorité du témoin en score 0. Et pour le génotype C, on a 58% en score 2 et 39% en score 1. Donc, on voit que la conformation s'améliore avec le temps, mais que ça reste quand même assez léger. Pour conclure sur cette partie mâle en ferme, pour ces touches à double fin, la conclusion générale, ça va être que élevé dans 2 environnements différents, un même lot jusqu'à 15-16 semaines d'âge, on a des indices de consommation et des poids carcasses qui sont proches dans les 2 pays. On a une période d'engraissement qui est forcément plus longue pour la souche à double fin, avec un effet positif sur la conformation. On a, du coup, je ne vous ai pas pu vous présenter toutes les données en termes de bien-être animal, mais un niveau de bien-être animal qui est intéressant pour ces animaux-là, et c'est des animaux qui sont très actifs. Je suis désolée, je manquais un peu de temps, mais je vais passer rapidement sur l'observation des éleveurs. En fait, ça me semblait important de vous faire leur retour à eux, qui se sont occupés de ces animaux-là tous les jours. Donc, l'éleveur allemand, il a ajouté très rapidement des enrichissements dans le poulailler parce qu'il s'est rendu compte très vite que les animaux étaient très actifs. Donc, les enrichissements, c'était des carottes. Et il n'a pas observé lui de comportement agressif, mais trouve que le génotype C était très curieux par rapport aux souches qu'il élève habituellement. Au niveau de la ferme française, l'éleveur, il a voulu faire remonter, c'était le retour consommateur sur la viande du génotype C. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est un tout petit échantillon. Euh, mais pour lui, il y a 58% des personnes qui ont goûté cette viande qui ont déclaré qu'ils ne constataient pas de différence avec la viande qu'ils ont l'habitude de consommer, donc qui était la viande du poulet témoin. Et parmi ceux qui ont remarqué une différence, il y a 83% de ces personnes-là qui ont estimé que la viande provenant de mâles du génotype C était aussi bonne que la viande de génotype C. Donc l'éleveur a trouvé que c'était quand même très encourageant d'avoir ces retours-là euh, sur la qualité de la viande. Mon dernier point aujourd'hui, ce sera du coup sur les souches à double fin, les essais en ferme, mais cette fois-ci pour les femelles. Donc, on avait pour objectif, à partir des résultats en station expérimentale, d'étudier les génotypes les plus prometteurs en ferme afin d'évaluer leur performance dans des conditions d'élevage différentes, mais qui soient plus proches de conditions d'élevage réelles, quoi, par rapport aux fermes expérimentales. Donc, comme je le disais, c'est le génotype C qui est testé pour les pondeuses dans les 3 pays et le génotype A uniquement au Danemark. Donc, je vous ai mis des petites photos que vous voyez à quoi ils ressemblent ces animaux quand même. Donc, l'élevage des poulettes pour les génotypes A et C a été effectué en France, à la fois pour les fermes françaises et les fermes danoises. Pour les C allemands, elles ont été élevées par la suite en Allemagne. Cet élevage des poulettes du génotype C, il a été très compliqué. C'est des animaux qui sont arrivés vraiment très très petits et très faibles quand elles sont arrivées poussins. Et donc, on a mis rapidement en place des stratégies qui visaient à prévenir le développement des comportements de piquage parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient particulièrement agressives. Mais on a malheureusement eu une apparition de piquage au cours de l'élevage de poulettes de génotype C.
qui a été pas évidente à gérer en conditions de claustration grippe aviaire du coup à ce moment-là. Alors que du coup, pour le génotype A, qui était dans les mêmes conditions, il n'y a pas eu ces difficultés. Donc, à 18 semaines, les poulettes du génotype C, elles ont été transférées en partie vers une autre ferme française et en partie au Danemark. Donc, il y en a quand même qui ont voyagé entre le sud de Lyon et le nord du Danemark avec les poulettes du génotype A. Si on se concentre du coup sur la partie alimentation et logement, ce qu'il faut retenir à nouveau, c'est qu'on a des conditions d'élevage qui sont très différentes. Entre les différents pays, les bâtiments sont différents, l'alimentation est différente et la durée de la collecte des données a également varié. En Allemagne, le témoin, c'est de la Lohmann classique, alors qu'en France, c'est de la Babcock Brown. Et ce qu'il faut retenir au Danemark, c'est que du coup, le témoin a été lui élevé sur une autre ferme. Donc en termes de comparabilité des résultats, c'est assez limité. Les principaux résultats du coup sur ces femelles de souche à double fin, là vous allez voir qu'en termes de mortalité, c'est très élevé, ça a été très compliqué. Pour le génotype C, que ce soit en France ou au Danemark, on a eu une mortalité très importante. Donc cette fois, c'est en France qu'on a eu une attaque de prédateurs euh, qui a, qui a augmenté très fortement la mortalité et des poulettes à 18 semaines qui sont clairement pas arrivées au top avec du coup les épisodes de piquage qu'il y avait eu précédemment. Un lot qui était arrivé très faible en étant poussin. Il y a eu pas mal de problématiques sur ces animaux-là. À l'inverse, sur la phase poulette, il y avait eu très peu de mortalité sur le génotype A, mais il y en a eu pas mal au Danemark. À savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même des animaux, ceux qui sont arrivés au Danemark, qui ont voyagé en camion entre le sud de Lyon et le nord du Danemark, hein. Donc, évidemment, toutes les précautions de bien-être animal étaient respectées, notamment au niveau des pauses, etc. Mais n'empêche que c'est quand même des choses qui peuvent affecter les animaux. À l'inverse, en Allemagne, là où ils ont réussi à élever les poulettes du génotype C dans de meilleures conditions, du coup, en apprenant des erreurs qu'on avait fait en France, la mortalité est très réduite, on est à 2,2%. Et ils ont élevé pour le coup les poulettes très proches de la ferme d'élevage des pondeuses. Et donc, ça a facilité beaucoup le transport et l'impact de ce transport sur les animaux. Si on s'intéresse au taux de ponte, donc on va comparer majoritairement les génotypes C entre eux, hein. On atteint 74% en France, 72% au Danemark et 60% en Allemagne. Donc c'est quand même des taux de ponte qui sont inférieurs à ce qui était espéré et inférieurs aux données en station expérimentale. Pour le génotype A au Danemark, on est à quasiment 67%. Et en termes d'indice de consommation, c'est pareil, on est supérieur aux témoins systématiquement, avec un indice de consommation qui est quand même plus faible en France, qui était lié à une très grande vigilance de l'éleveur sur ce point-là, pour réduire au maximum les charges et limiter le gaspillage alimentaire. Sur le poids vif des animaux, on n'a pas de poids vif à la même date de pesée dans les différents pays, mais on atteint un poids vif des animaux qui peut être intéressant pour une valorisation de la poule en soi sur le marché viande par la suite. J'ai voulu vous faire à nouveau un petit retour de la part des éleveurs euh, qui- Pardon, tac, voilà. Donc en Allemagne, l'éleveur, il a été surpris par la faible mortalité des poules du génotype C. Et donc lui, c'est celui qui a eu la mortalité de 2,2%, hein. Et, et assure que des animaux robustes sont nécessaires dans les systèmes comme le sien. Je suis désolée pour les fautes d'orthographe. Donc en élevage plein air et avec des cabanes mobiles. Et donc du coup, c'est des animaux qui étaient calmes et faciles à manipuler, ce qui lui a facilité son travail. De manière générale, il serait heureux d'élever un nouveau génotype. Donc, malgré un taux de ponte chez lui qui était à seulement 60%, hein. Donc, ça dépend vraiment des objectifs de production. En France, les poules du génotype C étaient, elles, très actives et exploraient davantage leur environnement que le groupe témoin. Un meilleur état corporel également en fin de ponte que le groupe témoin, avec des poules qui sont bien charnues en fait en fin d'élevage. Et lui, il accepterait une production plus faible si les poules étaient plus robustes, hein. Il y a eu une mortalité importante chez lui. Donc en fait, entre le taux de ponte qui était, même si c'était le meilleur taux de ponte qu'on a eu en ferme, hein, de 74%, il est trop faible par rapport à ses objectifs, étant donné la mortalité qu'il y a eu en parallèle. Et au Danemark, les génotypes A et C étaient très actifs, utilisaient largement le parcours. Le génotype qui a du potentiel, mais pour lequel il faut réduire la tendance au piquage, donc un vrai travail à faire sur le comportement des animaux. Et il a beaucoup apprécié le génotype A et l'absence de piquage.
Pardon, mais une production d'œufs qui était quand même trop faible pour qu'ils puissent continuer économiquement avec ces animaux-là. Pour conclure sur ce sujet souche à double fin, je suis désolée, j'ai l'impression d'être allée très vite. C'est pas grave, on a fini de lire. Ok. Sur les mâles en premier, donc les mâles du génotype A, on a des résultats qui sont intéressants, mais ils n'ont pas pu être testés en ferme. Donc ça vaudrait le coup de poursuivre les recherches là-dessus. Et pour les mâles du génotype C, on a une croissance qui est plus lente avec un indice de consommation qui est plus élevé. En France et en Allemagne, ils sont actifs, c'est intéressant en termes de bien-être animal. Par contre, il y a quand même des différences de conformation importantes par rapport aux poulets bio classiques. Et des recherches supplémentaires sont nécessaires parce qu'il y a vraiment des hypothèses de la part de l'équipe de recherche là sur une optimisation possible des régimes alimentaires de ces animaux-là. Si on vulgarise un petit peu, on les a nourris comme des Formule 1, alors que c'est des Clio en termes de performance de croissance. Et donc, en fait, il n'y a peut-être pas besoin de tels apports, ce qui pourrait permettre une réduction du coût alimentaire et donc avoir un impact économique sur la stratégie globale. Pour les femelles, on a une production d'œufs qui est inférieure à celle du groupe témoin, un indice de consommation élevé à la fois pour les génotypes A et C, des performances qui sont moins bonnes que dans les fermes expérimentales, mais donc il y a quand même un potentiel génétique qui est présent et la possibilité d'améliorer cet aspect-là en adaptant la conduite d'élevage. Une sensibilité élevée pour les femelles du génotype C au piquage et donc des aspects de conduite d'élevage qui sont cruciaux à prendre en compte et sur lesquels il faut vraiment alerter les éleveurs qui sont intéressés par cette génétique. Et par contre, le génotype A semble mieux s'adapter aux défis environnementaux que le génotype C en période de forte chaleur ou d'extrême de froid. Il y a moins d'impact sur la ponte dans l'immédiat. Et donc des recherches alimentaires supplémentaires qui sont vraiment nécessaires sur les régimes alimentaires pour optimiser cette alimentation. Concrètement, les stratégies de commercialisation, elles doivent compenser ces différences de performance technique pour être viables, ce qui implique une augmentation du prix de vente de la viande et ou des œufs à l'heure actuelle pour pouvoir élever ces animaux-là, ou alors des mesures politiques et des incitations qui peuvent également être mises en place au niveau national ou européen, mais ça, on n'a pas la main et les éleveurs non plus. Et l'éducation des consommateurs qui est vraiment cruciale pour le développement de ces souches à double fin en Europe et pas qui s'arrête à l'aspect conformation de carcasse, qui peut aussi avoir un intérêt quand on veut des plus petits poulets. Et en termes de perspective, donc des études des études qui ont été menées dans différents environnements sur des petits lots d'animaux et seulement 3 souches, avec une comparabilité limitée des résultats. Donc il y a vraiment besoin de creuser plus ces sujets souches à double fin. Je suis désolée, c'est frustrant, mais on a posé des premières briques. Il reste vraiment beaucoup de choses à construire pour la suite. Et de nombreuses autres souches qui pourraient également être testées. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si jamais il y a le temps pour des questions, mais si oui, je les prends avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour ces premiers éléments. Donc, effectivement, oui, ça donne envie d'en savoir plus pour passer ensuite à une application sur le terrain directement par les éleveurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Oui, allez. Non, c'est c'est Sophie Valex. Où est-ce qu'on peut trouver des races un peu originales si on est éleveur? Ouais. Du coup, si on est éleveur, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a tous les fournisseurs habituels qui proposent dans leur catalogue en général au moins une à deux souches à double fin différentes. Donc, par contre, à vraiment calibrer en fonction des objectifs de l'éleveur. Donc, il ne faut pas les commander sans avoir eu un échange important avec les techniciens. Donc, je pense à différentes entreprises génétiques présentes en France. Je pense qu'il y a vraiment un échange qui est nécessaire. Et il y a également en Allemagne, du coup, une entreprise qui se développe. Mais alors, c'est pas vraiment une entreprise, c'est en lien vraiment avec le gouvernement allemand, qui sélectionne des souches à double fin adaptées au bio et sur lesquelles ça pourrait être intéressant de creuser aussi. Donc, je les ai pas testées, donc je peux pas dire ce qu'elles valent pour l'instant. Mais je pense qu'il y a un intérêt à aller regarder aussi un peu ce qui se passe ailleurs, les Allemands étant un peu plus avancés que les Français sur le sujet. Et moi, j'ai une question sur les mâles et Oui. les carcasses qui étaient présentées tout à l'heure. Oui. Effectivement, on voyait que les,
la souche C bon, avait une moindre conformation, enfin c'était assez Oui. net. Pourtant, dans les commentaires des éleveurs qui les avaient élevés, ils étaient relativement élogieux sur Mm. ce que leur donnaient en retour leurs consommateurs, en tout cas. Et est-ce qu'il n'y a pas une piste de travail sur ça, sur la qualité de la viande de ces nouvelles souches? Parce qu'elles n'ont peut-être pas la même tenue à la cuisson, en tout cas que par rapport aux témoins qui étaient peut-être ouais, qui ont une tenue à la cuisson plus médiocre. Est-ce que ça peut venir de là et que voilà, ces Ouais. nouvelles souches étaient mieux, bah, ça leur plaisait quand même pas mal visiblement. Bah, du coup, en fait, ça a été. Enfin, il y a eu des dégustations qui ont été faites auprès de panels expérimentés, etc., et qui, eux, ne font pas ressortir de différence majeure en termes de qualité de la viande. Donc, ce qui était intéressant, c'était aussi d'avoir un peu des retours consommateurs, c'est-à-dire pas forcément des experts de la dégustation de produits carnés, mais juste le consommateur lambda, quoi. Et donc, on a fait cette petite enquête auprès des consommateurs habituels de l'éleveur. Et effectivement, l'éleveur était très content parce que quand il a vu la conformation des poulets, ça lui a fait peur. Il m'a dit, mais je vais jamais réussir à les vendre. Donc, il y a quand même un aspect qui est important à détailler là-dessus, c'est que là, on a pris des consommateurs fidèles de la ferme à qui on a proposé ce poulet-là à un prix réduit pour le tester et nous faire un retour. Donc, il peut y avoir l'aspect prix qui a influencé aussi les retours consommateurs potentiellement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des pincettes comme résultat. Mais effectivement, il y a eu pas mal de retours et assez différents en termes de retours justement sur cette partie-là. Il y en a qui ont insisté sur le fait que effectivement ça peut être une viande qui se tient mieux, d'autres qui ont insisté sur le fait qu'il fallait faire attention à la cuisson parce que c'est des viandes qui se cuisent pas pareil. Donc il y a vraiment des choses à faire et potentiellement un potentiel sur des ménages plus petits. Enfin, en fait, les gens, quand ils vivent à deux, ils n'ont pas forcément envie de manger du poulet pendant une semaine quand ils en font un. Et ces poulets-là sont plus petits, ou alors il y a possibilité d'avoir aussi des demi-carcasses. Enfin, il y a peut-être un travail à faire sur cet aspect-là, et c'est plutôt intéressant, effectivement, à creuser, ouais. J'ai une petite question. T'entends. J'ai une petite question, mais je suis totalement ignorant. Ouais. J'ai juste remarqué un truc sur les femelles. Le taux de mortalité, quand il était plus élevé, il y avait également un meilleur taux de ponte. Oui, alors ça, c'est pas forcément lié pour le coup. euh, Parce que, enfin, peut-être, hein. Si, peut-être parce que du coup, on a eu une attaque de renard assez tardive. Et du coup, on avait les animaux qui étaient présents sur le pic de ponte. Donc, on avait plus d'animaux présents au moment du pic de ponte que plus tard quand la courbe elle redescend. Donc, effectivement, ça peut avoir influencé comme ça en lien avec le calcul. Mais c'est pas parce qu'on a eu une mortalité importante qu'on a un meilleur taux de ponte. Enfin, je pense que la corrélation, elle n'est pas forcément à faire. C'est plus en lien avec comment on a calculé le taux de ponte du coup sur cette période-là. Et par contre, en fait, une mortalité à ce niveau-là, c'est absolument inacceptable hein. Dans un élevage commercial, financièrement, les éleveurs, ils s'y retrouvent pas du tout. Donc là, malheureusement, il y a eu une attaque et heureusement, c'est dans le cadre d'une expérimentation, donc il y a pu y avoir une compensation financière. Mais un éleveur qui perd 25% de son cheptel suite à une attaque, financièrement, c'est dramatique, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup. De rien. Non. Moi, j'avais une dernière question aussi. Est-ce qu'il existe des références techniques et économiques sur les souches déjà disponibles pour les éleveurs, pour les souches spécialisées ponte, chair et éventuellement les deux, trois souches à double fin qui sont déjà commercialisées? En fait, là, du coup, ça dépend beaucoup des sélectionneurs et donc ils ont dans leur catalogue, comme pour toutes leurs autres souches, les performances que eux ont testées. Et donc, du coup, enfin, c'est les performances testées par l'entreprise en tant que telle. Donc, je dis pas que c'est faux ou quoi, hein. Je dis que c'est dans des conditions optimales et que ça n'a pas pu être testé par un organisme neutre en parallèle. Donc eux, ils en fournissent des références technico-économiques. Malheureusement, travailler sur des souches à double fin, c'était vraiment un sujet de niche et ça a été compliqué d'avoir des financements pour aller travailler sur ce sujet en termes de R&D.
c'est quelque chose qui serait intéressant à poursuivre, mais pour l'instant, on n'a pas les financements pour. Donc, il y a encore vraiment plein de choses à faire et effectivement, plein de souches à évaluer. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir des essais qui soient faits par des instituts techniques ou par des chercheurs INRAE sur différentes souches pour pouvoir fournir des références technico-économiques aux éleveurs. Ce serait le top. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas encore pu être le cas, quoi. Ok, très bien. Bon, espérons que ça se développe du coup. Georges, tu avais des questions sur le chat? Non, c'est juste un ajout de Swazik qui parlait du réseau d'Ivanime, impact de la diversification animale sur la santé et les performances des animaux et des corps-navets. Donc, ça concerne l'UNITAB et l'INRAE sur les questions de sélection animale adaptées à la bio. Si vous avez des questions à ce sujet-là, comme il n'y a pas de site internet, de reprendre contact avec Swazik pour ceux qui sont dans la salle. Voilà. Très bien, merci sur les conseils compléments. Merci beaucoup, Sarah, pour ces interventions. Avec plaisir. Et puis, en espérant pouvoir te recevoir une autre fois sur le sommet directement. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée, bon salon. Au revoir.